Elle est bonne. Et il faut une personne spéciale pour se tenir face de cela, tenir bon et servir de tremplin. Pendant des années, les gens ont chuchoté au sujet du comportement dominateur de Mark Harmon sur le plateau. Ses co-stars sont restées silencieuses, mais maintenant, sa sœur Kristen a confirmé la vérité sur qui Mark est réellement. Le drame de NCS avec Paulie Perret n'était pas un incident isolé. L'attaque du chien, qui a laissé un membre de l'équipe avec 15 points de suture, n'était que le début. Kristen dit que le besoin de contrôle de Mark a détruit des relations bien avant Hollywood. Elle est enfin prête à raconter la vraie histoire du côté sombre de son frère que tout le monde soupçonnait, mais que personne n'osait dire. Mark Harmon est né le 2 septembre 1961 à Burbank, Californie. Il a grandi dans une famille pleine de célébrités. Son père, Tom Harmon, a remporté le trophée Heisman et était un commentateur sportif bien connu. Sa mère, Elise Knox, avait été mannequin, actrice et artiste. Les deux sœurs aînées de Mark ont également connu le succès. Kelly est devenue le visage célèbre des publicités. Tic Tac et Kristen a épousé le musicien Ricky Nelson avant de devenir peintre. Avec autant de talent autour de lui, Mark a grandi entouré d'attentes. Mais malgré la célébrité dans sa maison, Mark n'a pas brillé tout de suite. Il a eu des difficultés à l'école et sur le terrain pendant ses premières années. Il est allé à la Harvard Westlake School à Los Angeles, où il a finalement trouvé sa voie dans le football. Sa performance là-bas lui a valu une bourse. Mais être le fils de Tom Harmon signifiait que tout ce qu'il faisait était comparé à l'héritage de son père, à la fois dans le sport et sous les projecteurs. Il n'était pas facile de porter ce nom. Après le lycée, Mark a choisi une voie moins flamboyante et s'est inscrit au Pierce College à Los Angeles. Il y a passé 2 ans avant de passer à UCLA. À Pierce, il a finalement obtenu le soutien académique dont il avait besoin. Les classes moins nombreuses l'ont aidé à rester concentré. Sur le terrain, il est devenu le quart arrière partant de l'équipe et les a menés à une saison de 7-2 1971. Son talent a explosé cette année-là. Il a obtenu les honneurs de toute l'Amérique et, quelques mois, les grandes universités le voulaient. Il était passé d'un quart arrière inconnu avec un coude cassé au lycée à un recrutement sérieux un peu plus d'1 an. Puis vint une grande décision 1972. Oklahoma, l'une des meilleures équipes de football universitaire du pays, le voulait désespérément. Barry Switzer s'est même rendu à Los Angeles pour le recruter personne. Oklahoma venait de terminer 2e au niveau national et avait une attaque qui convenait parfaitement au style de Mark. La plupart des gens pensaient que c'était une affaire conclue, mais Mark a surpris tout le monde et a choisi UCLA à la place. Ils avaient terminé dernier l'année précédente et avaient peu à offrir comparaison. Mais UCLA était proche de chez lui. Mark ne voulait pas profiter de la notoriété de son père. Il voulait construire quelque chose par lui-même. Le 9 septembre 1962, il a fait ses débuts à UCLA contre Nebraska. Ce fut l'un des plus grands bouleversements de l'histoire du football universitaire. Nebraska était classé numéro 1. Il n'avait pas perdu 32 matchs. UCLA devait perdre de 18 points. Mais dès le début, Mark a changé le jeu. Il a lancé une passe de toucher de 46 verges lors de sa première série. Puis il a couru pour un toucher. Avec le match à égalité à 17 et à seulement 22 secondes de la fin, Mark a mené la série qui a mis place un placement gagnant. UCLA a gagné 20-17. Son père a tout regardé depuis la cabine de diffusion. 1973, lors de la dernière année de Mark, il a obtenu l'un des plus grands honneurs du football universitaire, le National Football Foundation Award for All-Round Excellence. Il avait une moyenne pondérée cumulative de 3,45 et a obtenu son diplôme comme l'hôte de communication. La cérémonie de remise des prix à New York était énorme. La légende hollywoodienne John Wayne a accepté la médaille d'élite d'or de la NFL le même soir. Mark a pris la parole au nom des étudiants athlètes.
Il les a qualifiés d'espèces rares. Au cours de ses 2 saisons à UCLA, il a mené l'équipe à un dossier de 17-5. Il a couru pour 144 verges et 14 touchés et a passé pour 835 verges et 9 autres touchés. 1973, l'équipe a établi des records scolaires pour le total de verges et les touchés au sol. Mais même avec tout ce succès, Mark n'a pas été repêché par la NFL. Aucune équipe ne l'a choisi, même pas tant qu'agent libre non repêché. Ce fut un coup dur. Il avait les statistiques, il avait le leadership. Il avait fait ses preuves, mais l'occasion ne s'est jamais présentée. Ses rêves d'une carrière dans la NFL se sont terminés là. Alors Mark s'est tourné vers quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment envisagé auparavant, le métier d'acteur. Il avait fait une publicité avec son père et avait joué de petits rôles, mais maintenant il s'y est vraiment mis. Au début, il a fait d'autres métiers. Il vendait des marchandises, il a travaillé dans le marketing. Il a même appris la menuiserie dans l'atelier de son père et a entrepris des projets de construction entre les contrats d'acteurs. 1985, il a accepté un emploi pour faire des publicités pour la bière Coors. Ce n'était pas glamour. Il se tenait devant la caméra et parlait du fait que Coors était la bière que ses parents avaient toujours à la maison, la qualifiant de spéciale. Ses publicités ont continué à être diffusées jusqu'en 1987, dont une qui a été diffusée lors d'un épisode de Stingray le 27 mars sur King Channel 5 à Seattle. À l'époque, ce n'était qu'un chèque de paye. Il devait parler sérieusement de l'orge et de la qualité de la bière, sachant que la plupart des gens ne reconnaissaient pas encore son visage. Des années plus tard, quand il est devenu une star, ces vieilles publicités de bière ont recommencé à apparaître. Au lieu d'être embarrassé, il les a considérées comme une preuve du chemin parcouru. Avant d'obtenir de vrais rôles, il avait dû vendre de la bière, et il l'a fait assez bien pour survivre. Sa première véritable percée est venue de nulle part. 1977, il a été nominé pour un Emmy. Il a joué un soldat blessé nommé Robert Dunlap dans le film télévisé Eleanor et Franklin, les années de la Maison-Blanche. Il a été diffusé le 13 mars et est devenu un énorme succès, remportant 7 Primetime Emmy, dont celui de la meilleure émission spéciale de l'année. La nomination d'Harmon pour le meilleur acteur de soutien a choqué tout le monde. Il n'était pas un grand nom. On ne s'attendait pas à ce qu'il figure sur cette liste, mais sa performance a attiré l'attention des gens. Il ne s'est pas contenté de se montrer. Il s'est démarqué, compétition avec des acteurs qui étaient là depuis bien plus longtemps. Ce moment a tout changé. Hollywood l'a soudainement vu non pas comme un type de publicité pour la bière, mais comme un acteur sérieux avec un réel potentiel. 1985, il a pris la décision la plus risquée de sa carrière. Dans la série Saint Elsewhere, il a joué le rôle du Dr. Robert Caldwell, un médecin coureur de jupons qui apprend soudainement qu'il a le sida. À l'époque, ce genre d'intrigue était presque inédit. Le 16 novembre, le Los Angeles Times a rapporté que Caldwell deviendrait l'un des premiers personnages de télévision importants à contracter le sida. Encore plus surprenant, c'est que cela se soit produit par contact hétérosexuel. Cela a remis question ce que beaucoup de gens supposaient à tort au sujet de la maladie. Son dernier épisode a été diffusé le 5 février 1986. Il montrait Caldwell passant d'un homme confiant et insouciant à un homme forcé. De faire face à la mort et d'avertir ses anciennes amantes, dont Joan Howard, de se faire tester. Ce n'était pas qu'un simple tournant dramatique, c'était un service public. La plupart des émissions avaient ça, peur de même mentionner le sida. Harmon et les producteurs de la série ne l'ont pas seulement mentionné, ils l'ont mis au premier plan. Cette décision a changé la façon dont les gens le voyaient, tant qu'acteur. 1 an plus tard, il a accepté un rôle qui a choqué tout le monde une fois de plus. 1986, il a joué Ted Bundy dans la mini-série The Deliberate Stranger. C'était une performance glaçante. Harmon n'a jamais rencontré Bundy personne. Il a dit qu'il ne voulait pas. Au lieu de cela, il a parlé à des personnes qui connaissaient le tueur. Certains d'entre eux ont commencé à l'appeler Ted parce qu'il jouait le rôle de manière si convaincante.
La mini-série 2 parties a été diffusée seulement 3 ans avant que Bundy ne soit exécuté le 24 janvier 1989. Harmon s'est assuré que la série ne glorifie pas le tueur. Elle s'était concentrée sur les victimes et l'enquête. Les critiques ont salué son travail. Certains l'ont qualifié de l'une des meilleures performances de toute sa carrière. C'est le rôle qui a prouvé qu'il pouvait gérer des sujets vraiment sombres. Il lui a également valu une nomination aux Golden Globes 1987. Pour quelqu'un qui avait autrefois vendu de la bière à la télévision, c'était une transformation complète. Juste au moment où les gens pensaient l'avoir cerné, il a de nouveau changé la donne. 1987, il a joué dans une comédie intitulée Summer School, réalisée par Carl Reiner. Il a joué le rôle de Freddie Shoop, un professeur de gym décontracté, forcé d'enseigner l'anglais à un groupe d'étudiants échecs. Cela ne ressemblait pas au genre de rôle que Harmon accepterait. Jusqu'alors, il avait surtout fait du drame sérieux, mais il était parfait pour le rôle. Son charme naturel et son attitude détendue ont donné du cœur au film. L'une des blagues récurrentes du film était sa consommation constante de collations, particulier de beignes à la gelée. La réplique « Nous sommes tous piégés ici comme des rats », suivie de bruits de rats réels, est devenue l'une des préférées des fans. Summer School est devenu un succès surprise. Cela a montré qu'Harmon pouvait faire plus que simplement des personnages intenses. Il pouvait être drôle, il pouvait diriger une comédie, il pouvait tout faire. Mark Harmon n'avait jamais prévu de trouver l'amour avec un appel téléphonique. Mais, un soir de 1986, tout a changé. Un ami essayait de lui organiser un rendez-vous de groupe avec Pam Dauber. Mark n'était pas intéressé par la partie de groupe, alors il a demandé son numéro et a laissé un message sur son répondeur. Il a dit « Nous n'avons pas besoin de tous sortir. Nous pourrions prendre un café ou quelque chose comme ça. » Pam écoutait. Elle a décroché le téléphone. Le soir même, ils sont sortis et ne se sont plus jamais quittés. À l'époque, Mark venait d'être nommé l'homme le plus sexy du monde. Mais il a dit au magazine qu'il ne se souciait pas des projecteurs. Il voulait un vrai mariage, un mariage qui pourrait survivre dans une ville où la plupart ne le pouvaient pas. Un an jour pour jour plus tard, ils se sont mariés le 21 mars 1987. Ils ont choisi une chapelle dans l'ancienne école de Mark à Studio City. Il n'y avait pas de glamour hollywoodien, juste le début de quelque chose qui durerait tranquillement toute une vie. Juste après le mariage, ils ne sont même pas partis voyage de noces. Mark devait filmer un téléfilm à Vancouver. Alors Pam l'a accompagné. C'était leur lune de miel. Mais cela n'a jamais ressemblé à un sacrifice. Leur amour n'était pas basé sur les traditions. Il était basé sur le temps passé ensemble, peu importe à quoi cela ressemblait. 30 ans plus tard, ils ont renouvelé leurs vœux à la même date. Des amis ont dit qu'ils agissaient toujours comme des adolescents amoureux. Pam a dit qu'elle aimait Mark davantage chaque jour. Ils n'ont pas perdu de temps à fonder une famille. Leur premier fils, Sean, est né le 25 avril 1988, seulement 13 mois après leur mariage. Leur deuxième fils, Ty, est né le 25 juin 1992. Mais ce qui ressortait, ce n'était pas seulement le peu de temps qui séparait la naissance des garçons. C'était la mesure dans laquelle Mark et Pam sont allés pour protéger leur vie privée. C'était l'âge des tabloïds et des caméras cachées dans les buissons. Mais le monde savait à peine à quoi ressemblaient leurs enfants. Mark a dit qu'il restait beaucoup à la maison. Sean est finalement devenu acteur. Il a même joué une version plus jeune de son père dans NCA. T est devenu scénariste. Les deux garçons ont hérité de l'étincelle créatrice de la famille, mais ils sont restés les pieds sur terre. Pam a dit un jour qu'il ne cachait rien. Il ne voulait tout simplement pas que leur vie soit transformée cirque. Pam a fait le plus grand sacrifice de sa carrière pour sa famille. Au sommet de sa gloire, alors que Mork and Mindy était encore frais dans l'esprit des gens, elle est partie. Elle a dit qu'elle ne pensait pas que deux personnes dans le show business pouvaient faire se nevir. Et un mariage. Elle a choisi la maison plutôt qu'Hollywood. Elle a renoncé à beaucoup d'argent et à des rôles plus importants.
Elle a choisi de conduire les enfants à l'école et d'apporter des cupcakes les jours d'anniversaire. Elle n'a jamais regardé arrière. Mark a également fait ses propres sacrifices. Il a une fois manqué les premiers pas de son fils alors qu'il tournait Nouvelle-Guinée. Il est rentré à la maison et a dit à Pam qu'il ne ferait plus ça. C'est à ce moment-là qu'il a choisi la famille plutôt que la gloire. C'est pourquoi il est censé rester avec NCIS si longtemps, parce que cela lui permettait d'être à la maison. Cela lui permettait de faire des crêpes et d'être présent pour les petites choses justes. Mais tout n'était pas si stable dans la vie de Mark. Sa sœur Kristen s'effondrait. Elle avait divorcé de Ricky Nelson 1980. Après cela, les choses se sont rapidement détériorées. Elle a commencé à boire beaucoup, à consommer des drogues. Elle ne pouvait plus peindre. Sa carrière artistique était finie. Elle gagnait 200 $ par semaine tant qu'assistante de casting. C'était tout. Son plus jeune fils, Sam, était ballotté d'un parent à l'autre. D'abord à sa sœur, Kelly, puis à leurs parents et finalement à Mark et Pam. Sam n'avait que 12 ans lorsqu'il a dit à son thérapeute qu'il était effrayant d'être près de sa mère. C'est à quel point les choses avaient empiré. Juin 1987, Kristen venait de terminer sa cure de désintoxication lorsqu'elle a reçu une citation à comparaître. Mark et Pam demandaient la garde de Sam. Ils croyaient que Sam n'était pas sécurité. Au tribunal, les choses ont mal tourné. Le psychiatre de Sam a dit que le garçon dessinait des images de sa mère dragon. Il a dit qu'elle avait des sautes d'humeur violentes. Pam a dit que Sam avait peur de rentrer à la maison. Elle a dit que Kristen lui criait dessus et l'insultait. Le tribunal a accordé la garde temporaire à Mark et Pam. Kristen n'était pas autorisée à s'approcher à moins de 200 mètres de leur maison ou du lieu de travail de Pam. La famille était déchirée. La sœur de Mark, Kelly, et leurs parents ont pris son parti. C'est devenu une histoire nationale. Kristen a accusé Pam de consommer de la cocaïne pendant ses années Mork and Mindy. Pam l'a nié sous serment. Témoignages de psychiatres, antécédents de toxicomanie, questions sur la parentalité. Le procès est devenu un spectacle. Tout le monde regardait. Et pourtant, la seule personne à laquelle Kristen faisait confiance était Mark. Après la mort de Ricky, dans un accident d'avion 1985, sa dépendance a empiré. Mark a été celui qui a finalement réussi à la joindre. Il l'a convaincue d'aller cure de désintoxication. Elle a dit qu'elle n'a écouté que parce que c'était son frère qui le demandait. Elle a dit qu'une voix à l'intérieur d'elle disait « Laisse quelqu'un t'aider ». Elle avait déjà essayé la thérapie, essayé de demander de l'aide, mais personne n'a écouté. Personne ne l'a cru, sauf Mark. Elle a suivi un programme d'1 mois. Puis, août 1987, l'affaire de garde a pris une tournure soudaine. Mark a choqué tout le monde. Il a abandonné l'affaire. Il a dit que trop de dégâts avaient été faits. Il devait arrêter. Ils sont parvenus à un règlement. Kristen a obtenu la garde. Mark a obtenu des droits de visite et ils ont tous les trois accepté de suivre une thérapie familiale. À l'extérieur du palais de justice, ils se sont embrassés. Kristen a levé un signe de paix et a dit « Sam rentre à la maison ». Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un nouveau départ. Mark Harmon était déjà connu au début des années 90, mais les choses ont changé lorsqu'il a accepté le rôle du détective Dickie Cobb dans Reasonable Doubts. De 1991 à 1993, il a joué dans 44 épisodes répartis sur 2 saisons. L'émission lui a valu 2 nominations aux Golden Globes pour le meilleur acteur 1992 et 1993. Ce n'était pas seulement une autre série policière. Son personnage travaillait aux côtés d'une procureure sourde jouée par Marlee Matlin. Pour se préparer, Harmon a appris la langue des signes et a dû équilibrer le jeu verbal et non verbal même temps. La série était avance sur son temps, surtout mettant une personne sourde au premier plan. Même si les critiques l'ont adoré, NBC a débranché la prise après 2 saisons. Un spin-off axé uniquement sur le personnage de Harmon a été proposé, mais n'a jamais été retenu.
1996, Harmon a changé de vitesse et a rejoint Chicago Hope dans le rôle du Dr. Jack McNeil. Il est resté dans la série jusque 2000, devenant l'un de ses acteurs principaux. Il a obtenu 2 nominations aux Seiges, 1987 et 1998. Mais il n'a pas seulement joué la comédie, il a aussi réalisé des épisodes. Ce fut un tournant. Il a commencé à façonner la production de l'intérieur. Il a également rencontré Rocky Carroll dans cette série, une connexion qui s'avérerait précieuse des années plus tard. Le drame médical était exigeant. Harmon est devenu obsédé par le fait de bien faire les choses. Il a fait des recherches sur les chirurgies, a étudié de vrais cas et est devenu connu pour être méticuleux. Plus tard, Carroll a dit qu'Harmon l'avait personnellement recommandé pour NCIS, l'aidant à obtenir le rôle. Cette période a façonné le style de travail sérieux d'Harmon. Il était connu pour ne jamais manquer une journée sur le plateau, quoi qu'il arrive. L'actrice Cote de Pablo s'est souvenue une fois avoir pris un jour de congé de maladie sur NCIS et Harmon l'a confronté à ce sujet. Il croyait fermement qu'il fallait faire avancer la série, quoi qu'il arrive. Son approche intense ne se limitait pas au jeu d'acteur. Sur Chicago Hope, il a utilisé son rôle de réalisateur pour s'assurer que chaque détail correspondait à ses normes élevées. Il a même commencé à éviter les événements publics qui entraînent conflit avec le tournage. Un événement caritatif devait durer 45 minutes, mais il est parti après seulement 12 minutes. À la fin des années 90, Harmon a commencé à se sentir enfermé. Il avait joué un détective pendant 2 ans et un médecin pendant 4 ans. Il craignait que les producteurs ne le voient jamais comme autre chose. Son agent a commencé à refuser des rôles similaires entre 2000 et 2002. Il est devenu clair que si Harmon voulait avoir plus de contrôle sur sa carrière, il devrait se lancer dans la production. Tant les doutes raisonnables que l'espoir de Chicago se sont terminés sans sa contribution. Ce manque de contrôle l'a dérangé. À un moment donné, il a pensé à quitter complètement la télévision et à se lancer dans le cinéma. Puis vint à la Maison-Blanche. 2002, Harmon est apparu dans 4 épisodes de À la Maison-Blanche dans le rôle de l'agent des services secrets Simon Donovan. Cela a tout changé. Il a obtenu une nomination aux Emmy pour ce rôle, qui est survenu 25 ans après sa première nomination 1977. Les fans ont été dévastés lorsque son personnage a été tué. Plus de 2000 lettres ont afflué demandant son retour. L'attention a attiré l'intérêt des dirigeants de CBS. Ils ont été attirés par la façon dont Harmon pouvait montrer à la fois force et vulnérabilité. À peine 3 mois après cette nomination aux Emmy, NCIS a été diffusé pour la première fois. Harmon avait fait refuser le rôle à 2 reprises avant de finalement dire « oui ». Son introduction, tant que Gibbs a commencé, sur JAG 2003. Il a joué le personnage dans 2 épisodes, Ice Queen et Meltdown, qui ont été diffusés avril et ont attiré environ 13,8 et 13,6 millions de téléspectateurs. Ces 2 épisodes ont préparé le terrain. À ses côtés se trouvaient Michael Weatherly, Polly Perrette et David McCallum. À l'époque, personne ne savait ce qui allait se passer, mais le rôle finirait par définir le reste de sa carrière. Lorsque NCIS a été lancé septembre 2003, il n'a pas explosé immédiatement. Il a fallu attendre la saison 3 pour que la série trouve vraiment son public. Mais Gibbs, joué par Harmon, s'est démarqué dès le début. Il était strict, concentré et stable. Les fans ont décrit sa présence comme paternelle. Il est resté dans la série pendant 18 saisons, de 2003 à 2021. Au moment où les années 2010 sont arrivées, NCIS n'était pas seulement un succès. C'était la série numéro 1 du pays. Elle est devenue la série dramatique scénarisée de primetime la plus longue de CBS et s'est transformée une franchise d'1 milliard de dollars. Coulisses, les choses n'étaient pas aussi calmes. 2007, après seulement 4 saisons, le créateur de NCIS, Donald Belisario, a été évincé. Le producteur exécutif Charles Floyd Johnson a révélé plus tard ce qui s'était mal passé.
Les acteurs recevaient les scripts à la dernière minute, et cela rendait les choses impossibles. Belisario avait la réputation d'être très impliqué, mais cela a atteint un point de rupture. Harmon a finalement dit au réseau que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Même si Harmon n'a jamais directement demandé à ce que Belisario soit renvoyé, CBS a pris la décision. Ils ont d'abord demandé à Belisario de rester impliqué à distance, puis il a complètement disparu à partir de la saison 5. Belisario a affirmé plus tard que c'était sa décision, mais les personnes proches de la situation ont raconté une histoire différente. L'un des plus grands points chocs est survenu lorsque Pauley Perrette, qui a joué Abby Ciuto pendant 15 ans, a quitté la série 2018. Au début, les fans étaient simplement tristes de la voir partir. Mais 1 an plus tard, elle a publié un message glaçant sur Twitter, disant qu'elle était terrifiée par Harmon et qu'elle faisait des cauchemars à son sujet. Elle a également affirmé qu'il y avait eu de multiples agressions physiques et qu'une puissante machine de publicité la maintenait silencieuse. Cela a surpris beaucoup de gens. À l'écran, Abby et Gibbs avaient l'une des dynamiques père-fille les plus appréciées de la télévision. Mais à la fin, Perrette et Harmon ne pouvaient même plus être ensemble sur le plateau. Leurs scènes étaient fausses et étaient filmées séparément et assemblées au montage. La tension était devenue si forte. L'histoire remonte à un incident de 2016 lorsque Harmon a amené son chien sur le plateau. Le chien a mordu un membre de l'équipe au visage, causant des blessures qui ont nécessité 15 points de suture. Des photos ont ensuite montré un œil gonflé et de longs points de suture s'étendant sur la joue. Mais ce qui a aggravé les choses, c'est la façon dont Harmon a géré la situation. Même après la blessure, il a continué d'amener le chien au travail. CBS a finalement exigé que le chien soit tenu lesse ou confiné, mais les membres de l'équipe avaient trop peur de dire quoi que ce soit directement à Harmon. Perrette est intervenu et a exigé que le chien soit interdit. À partir de ce moment, tout a changé. Le lieu de travail est devenu si tendu que la production a dû réorganiser les horaires juste pour maintenir les 2 stars séparées. 2017, les choses sont devenues encore plus sérieuses. Perrette a affirmé qu'Harmon l'avait physiquement bousculé sur le plateau. Selon les rapports, elle pensait que c'était une représaille pour avoir dénoncé le chien. Elle a même tweeté qu'elle s'était battue dur pour protéger l'équipe et qu'elle avait été physiquement agressée pour avoir dit non. Ce tweet a ensuite été supprimé, mais le mal était fait. Alors que certaines personnes de l'industrie ont défendu Harmon et ont dit qu'il était gentil et non violent, CBS n'a jamais clairement expliqué ce qui s'était passé. Ils ont seulement publié une brève déclaration disant qu'ils prenaient au sérieux toutes les préoccupations concernant le lieu de travail et qu'ils avaient travaillé à une résolution. Perrette a continué à publier des tweets énigmatiques et émotifs, accusant une machine de publicité très riche et très puissante de répandre des mensonges. Elle a dit qu'elle était restée silencieuse pour protéger l'équipe et les autres personnes impliquées. Harmon, d'autre part, n'a jamais dit un mot publiquement. Il n'a répondu à aucune de ces allégations et n'a pas accordé d'entrevue sur la situation. Son silence a rendu les choses encore plus mystérieuses. Les fans se sont demandé qui disait la vérité et ce qui s'était réellement passé, coulisses. Finalement, Harmon a également quitté la série. Mais sa sortie n'a pas été soudaine. Il est apparu dans seulement 4 épisodes de la saison 19 avant de se retirer. Cette sortie lente a permis à CBS de voir comment la série se comporterait sans lui. Harmon a joué Gibbs depuis 2003, lorsque le personnage est apparu pour la première fois dans Jag. Au moment de son départ, il avait 70 ans. Gary Cole a pris la relève tant qu'Alden Parker, assumant le rôle de leader. Étonnamment, la série a continué à bien se porter sans sa plus grande star. Le dernier épisode de Gibbs se déroulait à Alaska, où il résolvait une affaire impliquant une mine de cuivre controversée. Après la clôture de l'affaire, il a choisi de rester là au lieu de retourner à son travail. Ce n'était pas une sortie dramatique ou une scène de mort. C'était un au revoir silencieux. Il a trouvé la paix dans la nature sauvage, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la perte de sa femme et de sa fille.
Dans une scène mémorable, la série a même révélé comment il sortait ses bateaux de son sous-sol. Un mystère qui avait fait deviner les fans pendant des années. Il a dit au revoir à Maggie et a choisi la solitude plutôt que le chaos de sa vie antérieure. Même si Harmon a cessé de jouer dans la série, il est resté le producteur exécutif. Il avait toujours le contrôle créatif et continuait de tirer des revenus. Il est même resté dans le générique d'ouverture pour le reste de la saison 19. Son accord avec CBS comprenait un arrangement d'apparence limitée qui a aidé la série à être renouvelée. Cela signifiait qu'il pouvait réduire sa charge de travail tout guidant la direction de la série. C'était une décision intelligente. Moins de temps sur le plateau, mais une implication totale coulisses. Puis vint sa plus grande surprise. Harmon a aidé à lancer NCIS Origins, une série préquelle axée sur Young Gibbs. Non seulement il est le producteur exécutif, mais il est également le narrateur de la série. Son fils, Sean Harmon, est également l'un des producteurs. La série se déroule 1941 et met vedette Austin Stowell dans le rôle d'un Gibbs plus jeune. Cette configuration est similaire à Young Sheldon, où l'acteur original assure la narration. Cela permet à Harmon de rester connecté au personnage tout se retirant des projecteurs. La série a fait ses débuts 2024, prolongeant encore davantage son héritage. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était parti, Harmon a dit qu'il était simplement fatigué. Il a parlé des longues heures de tournage, parfois 22 heures par jour, et de la façon dont le travail avait pesé sur lui. Il a mentionné que lorsque la série a commencé, il voulait rester davantage à la maison et être avec sa famille, mais l'horaire intense rendait cela presque impossible. Quitter NCIS lui a donné l'occasion de relever de nouveaux défis créatifs et de récupérer du temps avec ses proches. Il a également laissé la porte ouverte à de futurs retours, disant que Gibbs n'était pas vraiment à la retraite. Dehors du jeu d'acteur, la vie d'Harmon a connu des moments de véritable héroïsme. 1996, il a vu un accident de voiture devant sa maison de Brentwood. 2 adolescents étaient à l'intérieur et l'un était piégé. Harmon a couru avec une masse, a brisé la fenêtre et a sorti le garçon du véhicule-feu. Le service d'incendie de Los Angeles a déclaré que les 2 garçons auraient pu mourir sans ces actions. Mais Harmon a minimisé l'événement, disant qu'il ne voulait pas être crédité. Il a souligné que si la voiture avait explosé, tous les 3 auraient pu mourir. Le garçon Colin Specht a survécu après des mois à l'hôpital. Harmon a également fait face à une tragédie personnelle. Sa sœur, Kristen Harmon Nelson, est décédée subitement en 2018 à l'âge de 72 ans. Des années plus tôt, Harmon l'avait traduite justice dans une bataille pour la garde de son fils, Sam. Kristen a lutté contre la dépendance après l'effondrement de son mariage avec l'idole des adolescents, Ricky Nelson, et elle a perdu Ricky dans un accident d'avion en 1985. Malgré la douleur et le drame public au tribunal, la famille a finalement trouvé la paix. Kristen a dit plus tard que seul Mark aurait pu la convaincre de chercher de l'aide. 2016, Sam a confirmé que sa mère et lui avaient de nouveau une bonne relation. À travers tout, Harmon s'est appuyé sur sa foi et sa famille. Il est marié à l'actrice Pam Dawber depuis 1987 et leur mariage dure depuis plus de 38 ans. Ils ont 2 fils, Sean et Ty, et ont gardé leur vie de famille extrêmement fait. Maintenant privé, Harmon a dit un jour que rester près de chez soi et être capable de faire des crêpes le samedi matin comptait plus que la gloire. Sa foi Christ a été une partie constante de sa vie et de ses choix de carrière. Cette croyance, combinée à sa loyauté envers sa famille, a façonné la façon dont il a abordé tout, du jeu d'acteur à la production.